À une semaine pile des élections européennes. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Président du MoDem. Sur la liste de la majorité présidentielle en 78e place. Vous étiez hier d'ailleurs au dernier grand meeting de Valérie Ayé avec le Premier ministre. À mes côtés pour vous interroger durant cette quarantaine de minutes, Nicolas Doménac et François Langlais. Une émission, je vous le rappelle, à suivre sur tous les réseaux sociaux TF1 Info. Avant d'en venir à la campagne à proprement parler, cette mauvaise nouvelle, cette dégradation de la note française par l'agence américaine Standard & Poor's de AA à AA-. Les conséquences, François Bayrou, sont-elles plus finalement politiques, à court terme en tout cas qu'économiques? Est-ce un désaveu, selon vous, de la politique économique du gouvernement? C'est la prise en compte d'une politique qui continue depuis 20 ans, contre laquelle, vous savez, je me suis assez fortement impliqué, qui est de faire de la dette, de l'emprunt, la solution à tous les problèmes budgétaires. Et avec cette précision que l'emprunt n'est pas condamnable en soi, la seule question, c'est l'usage qu'on en fait. Et François Langlais est là, et on a eu beaucoup de débats sur ce sujet. Je vous rappelle que j'avais fait de ce sujet en 2007 le sujet central de ma campagne présidentielle, et en atteignant un score de confiance assez important, 19% auprès des Français. Pourquoi ? Parce que la justification de l'emprunt, c'est de partager avec les générations qui viennent la charge des investissements qu'on fait pour elles. Vous construisez un hôpital, vous construisez une université, vous construisez, je ne sais pas, des voies ferrées. Il est juste et il est normal d'en partager la charge avec les générations qui viennent. On pourrait même dire que sur l'éducation, on est sur un sujet du même ordre, à préciser qu'est-ce qui est là-dedans un service qu'on doit quotidiennement, et puis ce qui est d'investissement d'avenir. Mais ce qui a été fait en France depuis 40 ans, c'est de se servir de l'emprunt, de la dette, pour boucher les trous, année après année. Vous noyez un peu la responsabilité, parce que vous dites depuis 40 ans, c'est quand même une sanction qui s'applique au gouvernement actuel, auquel vous participez indirectement, enfin en tout cas que vous soutenez. Quelques mots de Pierre Moscovici ce matin, interviewé par la Tribune du dimanche. Il y a hélas une spécificité française, là il vous rejoint, au-delà de la dette du Covid, nous avons persisté à nous endetter en développant une politique du chéquier, alors que le reste de la zone euro a fortement réduit sa dette. C'est sévère, mais c'est juste sur Macron et sa politique budgétaire. Nous avons vécu ensemble les débats récents. J'ai, en tant que commissaire au plan, pour la première fois précisé, alors que le Conseil d'orientation des retraites affirmait, sans qu'une ride ne bouge sur son visage, que notre système de retraite était à l'équilibre, et même, j'ai adoré le « et même », qu'il était légèrement excédentaire. C'était de la foutaise. Parce que, oui, il y avait un équilibre comptable, mais l'équilibre comptable, il n'était atteint que en donnant 30 à 40 milliards d'argent public par an, c'est-à-dire d'argent que nous empruntons. Ces chiffres n'avaient jamais été établis. Le Conseil d'orientation des retraites a dû plus tard les prendre en compte. Pourquoi n'a-t-on pas fait toute la question de la réforme du régime de retraite en associant les Français à ce constat? J'ai jamais compris pourquoi. Échec du gouvernement là-dessus, quand même. Oui, de la pédagogie. Je ne sais pas si c'est échec. Je sais en tout cas que c'est un choix qui ne contribuait pas à la prise de conscience pas par le monde politique. Le monde politique, la moitié ment sur ce sujet et l'autre moitié est à peu près conscient des choses. Mais par les citoyens que nous sommes, par les pères et mères de famille que nous sommes, par les jeunes
C'est eux qui vont payer. C'est extraordinaire. On fait payer les retraites d'aujourd'hui par des enfants qui ne sont pas encore nés et qu'on surcharge des obligations qui seront les leurs simplement parce qu'ils seront des adultes dans 25 ans et qui devront en plus étancher les fuites des dettes que nous avons faites. Mais c'est moralement inacceptable. Mais François Langlais évoquait juste, pardonnez-moi, Pierre Moscovici, qui ne croit pas d'ailleurs au retour des 3% en 2027. Standard & Poor's, une agence de notation, n'y croit pas non plus. Et j'en reviens à ma première question. Est-ce que c'est un désaveu ? Je ne veux rien dire sur les personnes, mais il me semble que Pierre Moscovici était vaguement ministre des Finances. Il y a 10 ans, c'est lui faire un mauvais procès. Non, je ne fais pas de procès. Vous le faites. Je dis une chose. Non, quand on vous écoute, on se dit, tiens, on entend quelqu'un de l'opposition. Je dis une chose. Sur ce sujet, j'ai été dans l'opposition de tout le monde. Vous l'êtes encore ? Non, oui. J'ai proposé, vous le savez bien parce que vous avez commenté ce document, j'ai proposé dans une analyse du plan un schéma de retour à l'équilibre. Un plan de retour à l'équilibre sur 10 ans. Qui permettrait, sur les retraites en particulier, mais pas seulement sur les retraites, je pense qu'il faudra faire un plan de retour à l'équilibre sur tous les aspects de nos finances publiques. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Or, il est vrai que ce gouvernement a eu une série de coups durs. Le Covid en est un maximal. Et la guerre... Tous les Européens l'ont eu. En est un deuxième, oui. Tous les Européens l'ont eu aussi. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, chez nous, le gouvernement a fait le choix que vous avez soutenu de soutenir les entreprises, les petites et les grandes. Et c'est un des rares sujets qui fait que les entreprises s'en souviennent. Ils savent qu'ils ont été sauvés, les restaurateurs, les artisans, qui ont été sauvés par une intervention publique. Et j'avais dit, c'est une décision d'économie de guerre. Mm-hmm. Mais ce sur quoi à tout prix il faut que nous nous prononcions, les choix que nous avons à faire, c'est un retour à long terme à l'équilibre. Qu'est-ce qui est crédible ? Il y a une chose que le président de la République dit et qui est vraie. La clé d'un retour à l'équilibre, c'est l'activité économique et le retour à l'emploi. Et à la croissance. Et il n'est pas le seul à le dire. Mario Draghi, l'ancien chef du gouvernement italien et ancien président européen, Mario Draghi, il dit la même chose. Et il a raison. On va avoir, comme vous le savez mieux que personne, les États-Unis ont fait le choix d'un déficit de très grande ampleur. Le bureau d'études du Congrès américain dit que le déficit pendant les 10 années qui viennent des finances publiques américaines sera de l'ordre de 8% par an. 8% par an. C'est l'Amérique. Nous, on est un ensemble d'une zone euro qui ne suit pas du tout nos habitudes. Et on est le vilain petit canard. C'est quand même deux situations très différentes. C'est ce qu'on peut dire. Je suis en désaccord complet avec ce que vous dites. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 années écoulées ? Lorsqu'il y a eu la crise du Covid, et je crois aussi l'Ukraine sera à prendre en compte, qu'est-ce qui s'est passé ? La France était la seule à dire il faut faire un emprunt européen. Parce qu'il faut un plan de relance européen. Et tout le monde, tous ceux que vous dites les autres, oui. Tous les autres disaient non. Et puis ils se sont convertis à cette idée. Il y a, et c'est un des enjeux de cette élection qui vient, il y a un rôle de la France en Europe. Elle porte une idée de l'avenir qui n'est pas celle de tous les autres. Elle est, pour moi, c'est le sujet essentiel. Elle est la France avec une idée de résistance à toutes les menaces qui sont autour de nous et qui sont colossales. Menaces militaires qui se passent en Ukraine. Les nouvelles d'Ukraine ne sont pas bonnes ces temps-ci. Absolument. Et donc, il y a évidemment à prendre en compte. Mais ce qui s'est passé en Ukraine a fait basculer le monde dans un autre univers, dans une autre époque. Et cette époque, elle est très claire, c'est
l'idée que les puissants imposeront par la force leurs lois à tout le monde. Vous êtes d'accord avec donc un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui était chez nous la semaine dernière, qui dit quand vous n'êtes pas maître chez vous, vous êtes forcément le valet de quelqu'un. Un pays souverain, ça met de l'ordre dans ses finances publiques. Mais c'est tout à fait vrai. Il faut simplement que tout le monde accepte, si l'on énonce des principes de cet ordre, de s'y conformer dans les décisions, dans les discussions budgétaires. Mais oui, c'est une question centrale. Mais si l'on regarde les menaces, je viens d'évoquer la menace militaire, il y a des menaces commerciales. La Chine a une politique entièrement fondée sur le fait qu'on écrase les prix pour prendre les marchés de tout le monde. Et on l'a vu dans les panneaux solaires, on le voit dans les panneaux solaires, on le voit dans la voiture électrique, on le voit dans la plupart lorsqu'on fabrique des moteurs électriques chez nous, la proposition chinoise est plus basse que le coût des matières premières. Ça veut dire qu'ils font des prix artificiels pour écraser le marché. Et c'est vrai dans des tas et des tas de secteurs. Et puis, il y a d'autres menaces et d'autres armes. Les intégrismes. Nous, on débat sympathiquement. En Iran, c'est pas sympathique. Pour les femmes iraniennes, en Afghanistan, pour les femmes et les jeunes filles qui sont désormais interdites de faire des études pour ne pas sortir de chez elles, ces menaces-là, comment les contre-t-on ? Et puis, ce sont des amis et des alliés, les États-Unis. Mais la volonté stratégique de prendre le contrôle de toutes les technologies, notamment des technologies numériques, pour, au fond, imposer leur loi. Avoir une loi qui dit toute décision américaine doit s'imposer à tous ceux qui utilisent $1 dans leur transaction. L'extraterritorialité de la loi. Tout cela, ce sont des menaces qui ne sont pas des menaces abstraites. Mais si on en c'est revient... des menaces de la vie de tous les jours. Et permettez-moi de dire ceci. Si nous voulons résister à cela, il faut avoir la volonté de résistance et il faut avoir un outil pour la résistance. Nicolas. Et le seul outil disponible, c'est l'Union européenne. Et qui porte, parmi les pays européens, cette idée d'une Europe qui résiste? Qui porte? C'est la France qui le porte. Et c'est le président de la République d'avoir bien compris vos réponses à François. En dépit de notre situation économique, de notre dette, vous êtes pour un emprunt européen afin de faire face à l'effort de guerre, aux efforts de guerre nécessaires au pluriel tels que vous les avez décrits. Oui, pas seulement sur le réarmement technologique, numérique par exemple, sur la recherche. Oui, je suis pour que l'effort soit consenti et voulu par tous les pays européens. Le problème budgétaire pour la France, et ça devient la solution européenne. Là, j'ai du mal. Pardonnez-moi, ne prenez pas mal ce que je vais dire, parce que je le dis avec amitié et bienveillance. Oui. Il y a un proverbe en Béarn qui dit « Là, vous faites l'âne pour avoir du son ». Et donc, vous savez exactement ce qu'il en est. Je ne parle pas de dépenses de la vie de tous les jours. On s'est trompé en affectant l'emprunt aux dépenses ordinaires de fonctionnement, comme on dit. Je suis pour que l'emprunt serve à l'armement ou à la construction de notre capacité pour l'avenir. Je suis pour que l'emprunt serve à l'investissement sur des sujets essentiels dont nous ne pouvons pas nous passer. Et c'est ce que les États-Unis sont en train de faire sous nos yeux, et contre nous, il faut bien le dire, avec cette tentative ou cette volonté de prise de contrôle. Et donc, il s'agit évidemment d'une décision politique. Et cette décision politique, elle est inopérante si c'est la décision État par État. Aucun des États européens n'a les moyens, n'a la capacité, n'a la crédibilité de se faire entendre. Par exemple, dans une négociation commerciale avec la Chine. Si vous voulez faire rigoler M. Xi Jinping, qui rigole pas tous les jours, si vous voulez le faire rigoler, expliquez-lui ça. Chacun des États européens, lui, je rappelle, c'est 1,3
350 millions de personnes. On a vu sourire Xi Jinping dans les montagnes pyrénéennes. Faut devant dire vos danses qu'il y avait de quoi. folkloriques. Et donc je pense que c'est très bien qu'on puisse provoquer des échanges de cet ordre. Mais si vous voulez le faire sourire, si vous voulez le faire rigoler, et se taper sur les cuisses de rire, dites-lui ça. Vous avez les 27 États européens qui vont chacun construire une réponse commerciale à la Chine. On est fou. Le moment qu'on est en train de vivre est un moment où on a l'impression que des responsables politiques et des leaders politiques et même des peuples, par moments ça arrive que les peuples ne voient pas les enjeux. On l'a vu avant la guerre de 40, en Grande-Bretagne, en France, il y avait un petit nombre de gens qui voyaient ce qui se passait, personne ne les écoutait. Et donc... Entre les lignes, juste François Bayrou, les Français ne voient pas l'enjeu de cette élection européenne. Parce que non seulement ils ne voient pas l'enjeu, c'est pas facile de voir l'enjeu parce que on est en train là de se trouver en face de situations qui sont proprement historiques. Mais les responsables du pays, les responsables politiques, les représentants des grands courants politiques, non seulement ils ne voient pas l'enjeu, mais ils les empêchent de voir l'enjeu. Ils font comme si cette élection et ce moment politique étaient strictement politique et électoral. Alors quand c'est politique et électoral, on a des mauvaises humeurs, on manifeste sa mauvaise humeur, on est plus content de cela et beaucoup moins content du reste. Et ça, c'est une élection d'humeur. Alors, ce que nous vivons là, ce n'est pas une élection qui devrait donner sa place à l'humeur, c'est une élection qui devrait donner sa place au plus profond des responsabilités que nous avons devant nous. On entend votre gravité, François Bayrou, justement. La situation politique, Valérie, la candidate de la majorité, à environ 16%, Jordan Bardella du Rassemblement national à plus de 33%. Est-ce que, à une semaine du scrutin, vous y croyez encore un peu ? Oui. Je l'ai dit en commençant, j'ai vécu dans ma vie des basculements absolument inattendus. Et peut-être aussi que les instruments de mesure de l'opinion ne sont pas exactement ceux. On le verra le soir du résultat. En tout cas, François Bayrou... Nous l'avons déjà vu. C'est vrai, mais il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant. Plus le président de la République est intervenu dans cette campagne, plus il a fait monter Bardella, sans mobiliser son camp. Je veux dire, est-ce que c'est parce qu'il s'y est mal pris ? Est-ce que c'est parce que les instruments, comme vous dites, sont mauvais, les mesures sont mauvais ? Mais je veux dire, c'est quand même étrange. Je ne connais pas la réponse à votre question parce que je ne connais pas la réalité de la situation de l'opinion. Je sais une chose, et je veux le dire, ne croyez pas que ce soit pour choisir un camp contre un autre. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays et même de la planète où les questions de camp, les questions d'avantage des uns contre les autres ne devraient avoir aucune importance. Ce qui est devant nous, c'est une question centrale. Est-ce que nous acceptons d'être dominés et d'être soumis à des puissances qui décideront sans nous et contre nous de ce que notre avenir doit être. C'est ce qui arrivera si le Rassemblement national arrive en tête et si les nationalistes sont majoritaires au Parlement. Je vais vous dire, c'est très simple. Mettez-vous dans la tête de M. Poutine et des autres, parce qu'il n'est pas tout seul dans cette tête. Qu'est-ce qui peut le faire le plus grand plaisir à nos ennemis et à nos adversaires, à tous ceux qui, je les ai nommés, qui veulent la domination par la force, par l'argent, par l'intégrisme, qu'est-ce qui peut leur faire plaisir ? C'est que on dise qu'en France, le seul pays qui porte l'idée de résistance, le seul, qu'en France, celui qui est la voix de cette résistance-là, eh bien qu'on puisse dire que son peuple ne le suit pas. C'est ça, c'est une clé qui est une clé pour moi absolument certaine de cette élection. Vous avez bien compris sur le fait que l'élection n'est pas faite et qu'il peut y avoir des basculements importants d'ici le 9 juin. Mais, tel que ça se présente aujourd'hui,
défaite historique pour le gouvernement. Le président doit-il en tirer les conséquences politiques? Et si oui, de quelle façon? Cette semaine, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ouvrait la porte à un gouvernement de coalition. Est-ce que c'est un scénario qui vous paraît souhaitable? Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est est-ce que le président, quels que soient les résultats, qu'il ne soit pas à la hauteur de ses espérances et qu'il ressemble plutôt à ce qu'espèrent les adversaires de cette politique de résistance pour laquelle je plaide. Est-ce qu'il l'examinera et est-ce qu'il en tirera les conclusions? J'ai la certitude que oui. Comment? Mais lesquels? Alors c'était la première question. Parce qu'à l'élection européenne, la deuxième question. Voilà aujourd'hui les éléments de langage que l'on a du côté de l'Élysée. Oui, si vous me connaissiez, vous sauriez une chose. Je déteste les éléments de langage. C'est justement pour ça. Je n'aime que les gens qui parlent pour eux-mêmes, que les gens qui expriment leur regard, leur vision. Quelque chose d'un espoir et d'une analyse. Alors, parmi celles-là, le gouvernement de coalition est-il un scénario qui vous semble vraisemblable? Le mot de coalition n'est pas un bon mot. Est-ce qu'il est possible d'imaginer un gouvernement élargi à des forces qui accepteraient de prendre leurs responsabilités? Parce que la question centrale, c'est celle de la responsabilité. Est-ce que, où qu'on soit sur l'échiquier politique, est-ce qu'on est spectateur, gourmand, se frottant les mains, ouvrant le champagne quand ça va mal pour ceux qui sont au gouvernement, et c'est une attitude que je n'ai jamais soutenue, jamais. Ou bien est-ce qu'on est habité par l'idée que l'avenir, on le fera tous ensemble, quoi qu'il se passe. Et c'est pas trop tard, là? Rien n'est jamais trop tard. Je n'aime pas le mot de coalition. Alors, c'est un peu subtil. Le mot de coalition, ça veut dire que ce sont des ententes entre partis politiques. Sur un contrat de gouvernement. Oui, entre partis politiques. Et Dieu sait qu'en France, nous avons fait l'expérience pendant longtemps de ces mœurs-là, et que le général de Gaulle a proposé à la France qu'on en sorte en trouvant un schéma différent que les autres n'ont pas, et qui est que c'est le président de la République qui constitue sa majorité. Et il avait dit, le général de Gaulle, c'est au discours de Bayeux en 1946, qui est la pierre de fondation de nos institutions. Et qui sera commémoré. Il avait dit quelque chose de formidable. Il avait dit, c'est le président de la République, pour enlever l'exécutif aux manœuvres parlementaires, aux manœuvres, des accords de parti qui faisaient tomber les gouvernements tous les mois ou tous les 6 mois. Il a dit, c'est le président de la République qui formera le gouvernement, il sera élu par les Français pour ça, en tenant compte des nuances de l'Assemblée nationale. Et ça, je trouve que c'est un contrat essentiel. Il faut donc tenir compte des nuances de l'Assemblée nationale. Oui, des nuances de l'Assemblée nationale. Et si les choses ne vont pas, le président de la République a des armes constitutionnelles. Il peut changer le gouvernement, il peut faire un référendum, il peut dissoudre l'Assemblée nationale pour que les Français se prononcent. Et ça, vous l'appelez de vos Non, moi, je veux qu'on prenne la mesure de l'importance et de la gravité et du risque des temps que nous vivons. Appel donc à aller voter le 9 juin prochain dans votre voix, évidemment. François Bayrou, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce dimanche.